8h10 sur RCF, c'est la matinale. Nous nous retrouvons pour recevoir notre grande invitée. Et ce matin, à 2 jours de la journée des aidants, alors que l'on parle de plus en plus de congés rémunérés pour les aidants et de droit à la retraite, nous recevons une femme médecin, spécialiste de santé publique, et dont la thèse portait sur ceux et celles qui accompagnent un proche malade, un proche handicapé ou un proche en fin de vie. Docteur Hélène Rossineau, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier Aidants, ces invisibles, c'est édité aux éditions de l'Observatoire et c'est sous-titré « Vous êtes 11 millions à prendre chaque jour soin d'un de vos proches ». Pourquoi ces invisibles ? Parce qu'aujourd'hui, la société ne les reconnaît pas vraiment, les enseignants ne reconnaissent pas vraiment les jeunes aidants, les professionnels de santé ne savent pas vraiment aujourd'hui ce qu'est un aidant. Ils sont invisibles pour tout le monde, y compris parfois pour eux-mêmes. Beaucoup ne savent pas qu'ils sont aidants. Pour eux, c'est une casquette tout à fait normale et c'est comme ça qu'ils n'arrivent à voir un médecin qu'au moment d'une crise. Alors, à partir de quand est-ce qu'on peut utiliser ce terme d'aidant ? Car au début, c'est tout naturel dans une famille de s'occuper de son enfant malade, de son conjoint en souffrance ou de son parent vieillissant. À partir de quand ça dépasse le normal ? Alors, c'est une très bonne question parce que chaque situation est différente. J'ai tendance à penser que quand on a un diagnostic immédiat sur, par exemple, un cancer ou un handicap à la naissance, on le devient quasiment tout de suite. Là où c'est plus compliqué, c'est dans le vieillissement, parce que, comme vous l'avez dit, il y a des relations qui sont aussi complètement normales. Pour moi, on devient aidant à partir du moment où on réalise des tâches d'un professionnel de santé, comme des tâches d'une aide-soignante, faire une toilette, aider à se lever, porter le patient, faire des piqûres, surveiller les médicaments. Bref, quand on sort du quotidien d'une famille habituelle. 11 millions, comment on calcule ce chiffre ? Puisque justement, ils sont invisibles. Alors, on le calcule à partir d'une extrapolation. La dernière étude du gouvernement remonte à 11 ans. C'est quand même vraiment très très loin. À l'époque, ils étaient 8,3 millions. Et derrière, en fonction des sondages, des extrapolations dues à la démographie et aux évolutions, le chiffre a été réévalué à 11 millions. Alors, 11 millions, c'est une extrapolation, mais c'est un chiffre qui va ne faire que grandir, si j'ai bien compris. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Tout à fait. Alors, tout d'abord, à cause du vieillissement de la population, ça fait de plus en plus de patients d'un côté et donc de personnes à aider, mais aussi de plus en plus d'aidants, parce qu'on voit, et on les oublie très souvent, des personnes âgées de 80, 90 ans qui prennent soin de leur enfant de 50, 60, 70 ans, qui a souvent une maladie chronique comme un cancer. Ce sont des personnes qui, il y a 20 ans, n'auraient pas vu leurs enfants dans cet état puisqu'elles seraient décédées. Et puis, malheureusement, ces maladies chroniques se développent de plus en plus, cancer, diabète, toutes les pathologies cardiovasculaires, les maladies inflammatoires ne font qu'augmenter dans la société, donc plus de patients égale forcément plus d'aidants. Vous, docteur Hélène Rossineau, qu'est-ce qui a attiré votre attention sur la situation des aidants en France ? Est-ce qu'il y a eu un déclic ? Est-ce qu'il y a eu une rencontre ? Alors, tout à fait, et ce déclic a été mon ignorance complète. Quand j'ai commencé à travailler en hospitalisation à domicile, j'avais prévu de travailler sur les soins palliatifs. Et au bout de quelques jours sur le terrain avec les infirmières pour me familiariser à l'hospitalisation à domicile, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que l'infirmière et le patient dans la pièce, mais qu'il y avait aussi d'autres personnes, qu'il y avait quasiment toujours un proche avec qui discuter. Ces proches ont commencé à me raconter leur quotidien et je suis retournée voir mon chef à cette époque en lui disant « Mais écoute, mais qui sont ces proches qui sont toujours dans la pièce, qui sont là pour les soins, qui sont là au quotidien avec le patient ?» Et il m'a dit « Ça s'appelle des proches aidants, il y a très peu de recherches encore sur le sujet. » Et le fait qu'il y ait si peu de recherches, alors qu'il me paraissait tellement important dans la prise en charge, m'a fait me dire d'autres chercheurs travailleront sur les soins palliatifs. Moi, ce sujet m'intéresse. Il est temps de les mettre en lumière. Alors justement, qui sont ces proches ? Je voudrais qu'on s'arrête un petit peu et que vous nous fassiez un peu des portraits, vous nous donniez des visages, parce que vous en avez rencontré beaucoup. Alors, ces proches, ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être... Il n'y a pas d'âge pour être aidant. Non, il n'y a pas d'âge. On est souvent surpris d'ailleurs de voir des enfants être aidants. Des enfants ? Des enfants, oui. On les appelle les jeunes aidants. Ils ont moins de 25 ans, mais j'en ai rencontré dès qu'il y avait 8 ou 9 ans. Ça peut descendre vraiment très très bas. En particulier dans le cadre où un membre de la fratrie a un handicap ou un autisme, un cancer qui se déclare, mais aussi dans les familles quand le papa ou la maman déclare un cancer ou un accident ou une maladie chronique comme une polyarthrite rhumatoïde ou une spondylarthrite ankylosante, des maladies qui, dans leur évolution, vont nécessiter une aide au quotidien. On voit ces enfants aller chercher les médicaments, nettoyer la maison, aider leurs parents à se lever, prendre des notes. Moi, j'ai vu un petit de 8 ans qui avait un petit carnet, c'était très émouvant, où il prenait des notes, il prenait absolument
tout ce que le médecin et les infirmières disaient en note dans son petit carnet pour être sûr de ne rien manquer, pour pouvoir expliquer si besoin, en cas d'urgence, la situation à des professionnels. C'est ce qu'on appelle des jeunes aidants. Ici, les aidants sont invisibles, les jeunes aidants sont encore plus cachés, malheureusement. Et puis on peut être aussi très âgé, trop âgé. Tout à fait. J'ai aussi rencontré des aidants d'un couple de 90 et 92 ans à peu près qui avaient récupéré à domicile leur fils après un accident de la route parce que l'hôpital lui avait dit, après quelques mois d'hospitalisation, écoutez, vous allez mieux, ce n'est pas parfait, mais vous pouvez aller en hospitalisation à domicile chez vous. C'était complètement impensable. Il habitait au 6e étage sans ascenseur, il ne pouvait pas rester tout seul, personne n'habitait dans la même ville que lui. Et il a été rapatrié chez ses parents qui sont devenus donc aidants à des âges quand même extrêmes. Et il en plaisantait récemment en me disant c'était eux qui avaient l'allocation pour l'autonomie et moi qui étais complètement dépendant en fait d'eux. Donc c'est vraiment, on dit de 7 à 77 ans, mais c'est de 7 à 97 ans, voire plus. Les aidants concernent tout le monde. Quand on vous entend, on réalise bien que ces personnes font un boulot de professionnels, d'aides-soignantes, d'infirmières. C'est-à-dire que l'État, en fait, fait peut-être des économies sur le dos et même la santé des aidants. Vous pouvez enlever le peut-être. Peut-être. Ce qui nous manque, ce sont des études sérieuses. On en a une seule qui a été faite sur la prise en charge des plus de 60 ans et qui montrait déjà 11 milliards d'économies par an rien que grâce aux aidants, mais on ignore complètement à combien se chiffrent les économies de la prise en charge des personnes de moins de 60 ans. Curieusement, en France, on n'a pas fait d'études. Les seuls pays qui ont fait des études sont les pays qui, derrière, ont mis en place des solutions à long terme. On préfère être dans le flou, c'est ça ? J'aurais tendance à penser que oui, pour l'instant. Si la situation est grave, c'est que les aidants vont mal. Est-ce que ce que vous dites dans votre livre, de quoi souffrent les aidants ? Alors, de beaucoup de choses, de solitude. D'abord, c'est très difficile d'être aidant et souvent, on ne peut pas le partager. On ne peut pas le partager au travail, on n'ose pas, on a peur d'être stigmatisé. Et les amis sont là au tout début pour écouter, mais au fur et à mesure, quand ce sont des maladies qui sont longues ou du vieillissement, ça devient plus difficile et plus compliqué de suivre. Donc les aidants ont tendance à se refermer sur eux-mêmes. Ils souffrent au niveau de leur santé, beaucoup de complications, troubles dépressifs, anxiété, troubles du sommeil, voire même des blessures au niveau du dos. Quand on essaye de soulever son papa ou sa maman du lit, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais c'est très compliqué, c'est lourd un corps. Même s'ils sont frêles, on est penché en avant et c'est souvent les lombaires qui trinquent en premier. Donc c'est vraiment très important que les aidants puissent se faire suivre et soient formés s'ils souhaitent participer aux soins pour pouvoir les réaliser correctement et ne pas mettre en danger leur propre santé. On sent bien qu'il y a un enjeu de diagnostic. Est-ce que les médecins généralistes sont formés à ça ? Alors, formés, c'est un grand mot. Ils sont plus sensibilisés, clairement, que les hospitaliers, parce qu'ils voient souvent le patient accompagné de quelqu'un, mais ils ont très peu de temps aujourd'hui pour voir les patients déjà, donc assez peu de temps malheureusement à consacrer aux familles. Et beaucoup d'entre eux ont discuté avec moi, ils sont venus me voir en me disant on ne se rendait pas compte de l'ampleur de la problématique derrière. Il y a clairement un enjeu de santé publique ? C'est un enjeu de santé publique énorme. Le système de santé repose quasi entièrement sur ces personnes. Aujourd'hui, on pousse vers plus de soins ambulatoires, vers de l'hospitalisation à domicile, vers un maintien à domicile. Mais le prérequis numéro 1 pour ça, c'est d'avoir quelqu'un à domicile pour se prendre en charge le patient. Même si on a un bon système d'hospitalisation à domicile, qu'on a une infirmière qui vient 3 fois, 4 fois par jour, mais qu'est-ce qui se passe entre les visites ? Il faut bien que le patient ne reste pas seul. Il est forcément avec quelqu'un et ce quelqu'un, c'est le proche. Donc si les proches craquent, c'est tout le système de santé qui craque. Docteur Lerner-Rossineau, aujourd'hui, quand on est aidant, on a droit à quoi ? On n'a pas le droit à grand-chose. Alors ça va peut-être changer avec la loi aidant ou le plan aidant qui devrait pas tarder à sortir. Mais aujourd'hui, on a le droit à un congé non rémunéré de 3 mois reconductible sur 1 an. Ce qui est très 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 peu pris, puisque je connais très peu de personnes qui peuvent se permettre de ne pas avoir de salaire pendant de 3 mois à 1 an. Et c'est tout. C'est tout. Il n'y a pas des aides d'associations dans les territoires. Et après, en fait, ce sont les patients qui ont le droit à certaines aides. L'aidant en lui-même n'a pour l'instant droit à rien. Il y a des associations d'aidants qui existent ? Tout à fait. D'ailleurs, nous reversons 30% des bénéfices du livre à 2 d'entre elles, qui sont le collectif Je t'aide,
qui est le plus grand collectif à s'occuper justement des aidants, et à l'association JAD, Jeunes Aidants Ensemble, qui est la seule association en France, et c'est dire s'il y a un problème, à représenter ces 500 000 à 1,5 million de jeunes aidants de moins de 25 ans. Alors de quoi ils ont besoin ces aidants? On a parlé de congés rémunérés. Comment on pourrait construire ça? À quoi ça pourrait ressembler un congé rémunéré qui soulage vraiment les aidants? Alors, je suis assez perplexe sur le congé rémunéré. Pour moi, c'est un outil, certes important, mais je trouve qu'on en fait beaucoup autour de ce congé rémunéré alors qu'il est loin d'être une solution à lui tout seul. Il faudrait déjà qu'il soit plus long que ce qui est annoncé. Pour l'instant, il est annoncé à 3 mois sur toute la carrière d'un salarié. 3 mois, c'est ridicule. Si on doit accompagner son papa et sa maman, ou son papa, sa maman et son conjoint, si on a la malchance même de devoir accompagner son enfant, 3 mois, ce n'est rien. Bien entendu, il faut qu'il soit fractionnable. Alors pour l'instant, c'est annoncé, mais à voir à quel point on peut le fractionner. Parce que quitter son travail pendant 3 mois, c'est très difficile pour un aidant. Et surtout, ce n'est pas vraiment souhaité. La majorité des aidants veulent rester au travail. Le lien avec le travail, c'est important pour eux. Ça, ouais. C'est une bouffée d'air frais. Être aidant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant plusieurs mois, c'est loin d'être la solution de répit qu'on met en avant. C'est plutôt au contraire mettre les dents encore plus en situation de difficulté s'il n'est pas accompagné à côté. Exactement. Alors il y a la question de la retraite, ça c'est important? Ça c'est primordial. La majorité des aidants sont des femmes et il y a déjà des différences entre les retraites. Quand aujourd'hui une femme arrête de travailler, en particulier quand elle prend soin de son enfant, mais malheureusement elle ne cotise pas pendant ce temps-là. Et on arrive à des inégalités de retraite qui sont dramatiques. Quand on s'arrête de travailler pendant 15 ans ou 20 ans parce qu'on a un enfant handicapé ou polyhandicapé, qu'est-ce qu'on est censé faire une fois l'âge de la retraite atteint? On a pourtant rendu un vrai service à la société. Pendant ce temps-là, cet enfant n'était pas à l'hôpital. On a fait un acte d'amour, on s'est occupé d'un de ses proches et pourtant aucune reconnaissance. Alors, j'ai l'impression qu'ils ont besoin d'autre chose. Tout à fait. Pour moi, ils ont besoin d'une prise en charge de A à Z. C'est-à-dire on parle beaucoup du parcours du patient. Le parcours du patient, c'est le fait que pour un diagnostic donné, à partir du moment où le diagnostic sera fait, le patient va être guidé selon des étapes très précises, pathologie par pathologie, dans le système de santé. Il faut intégrer un accompagnement des aidants à partir du moment où il y a un diagnostic grave qui est posé sur un patient? Tout à fait. Ou même un vieillissement, un diagnostic à la naissance ou une maladie chronique. 2 aidants qui vont accompagner 2 personnes qui ont la même pathologie, par exemple Alzheimer, ne vont pas réagir de la même manière et ne vont pas avoir besoin de la même chose. Certains vont avoir besoin de soutien psychologique, d'autres vont avoir besoin d'aide pour la paperasse et dans ce labyrinthe administratif qui est la France aujourd'hui. D'autres vont avoir besoin de formation, certains vont avoir besoin de tout ça. Et aujourd'hui, on n'a absolument aucune solution qui est adaptée. Les aidants sont laissés entièrement seuls pour gérer ça. Et on sait que c'est le stress qui cause une vraie partie de leurs problèmes de santé. Donc pour moi, c'est très bien de développer quelques outils qui sont en aval, qui arrivent à la fin quand on a besoin de s'organiser quelques jours par-ci, par-là. Mais de dire qu'on prend soin des aidants en leur permettant de s'arrêter 3 mois dans leur carrière, c'est un tout petit peu exagéré. C'est pas suffisant. Non, pas du tout. Le gouvernement vous entend? Enfin, vous avez l'impression que ça bouge sur ces questions-là? Alors, je leur ai envoyé le livre. Oui. J'ai eu un accusé de réception. Bien. C'est déjà ça, c'est déjà ça. J'espère sincèrement qu'il entend. Je sais qu'il reçoit pas mal d'associations. Donc j'espère qu'il ne restera pas sur quelques mesures phares sans développer le système de santé en tant que tel. Moi, ce que j'ai peur, c'est qu'on dise, voilà, on a mis une enveloppe de plusieurs centaines de millions sur la table pour telle mesure. Regardez, on s'est occupé des aidants. Et en fait, ça ne fera pas changer les choses. Alors, on parle du gouvernement. Il y a aussi les entreprises, je crois, qui ont un rôle à jouer dans l'accompagnement des aidants. Comment ça peut se passer? Tout à fait. Ça et c'est vraiment primordial. 50% des aidants sont employés aujourd'hui. Ils représentent entre 1/4 et 1/6 des salariés en France. C'est énorme. Beaucoup sont distraits quand ils sont au travail, ont besoin de poser des jours de congé, des RTT, des arrêts maladie pour prendre soin de leurs proches sur leur temps de travail, font de l'administratif et remplissent les dossiers pendant qu'ils sont au travail. Et pourtant, ils ont envie de rester au travail. Ce que je dis, c'est un lien important, c'est une bouffée d'air frais. Les entreprises ont un vrai rôle à jouer dans la déstigmatisation, dans la prise en charge et le dépistage de ces aidants et de leurs troubles de la santé. Aujourd'hui, on parle beaucoup de qualité de vie au travail. Les entreprises ont un vrai rôle à jouer pour leurs aidants, pour leur fournir des outils au quotidien pour essayer de gérer au mieux cette question.
Et là aussi, vous avez des retours positifs d'entreprises? Ça bouge beaucoup plus du côté des entreprises. Ça bouge plus du côté des entreprises que du gouvernement. Docteur Hélène Rossineau, vous avez rencontré beaucoup d'aidants pendant ces études. Ils vous ont touché. Qu'est-ce qui vous a touché particulièrement? Ils m'ont tous vraiment touché. Celui qui m'a peut-être le plus touché est celui dont j'ai publié le poème dans mon livre, Le Petit Martin, qui a 16 ans et qui est le jeune aidant de son papa qui a un traumatisme crânien et qui aide sa maman aussi au quotidien, puisque la maman est l'aidante entre guillemets officielle du papa, mais on voit bien que ce jeune Martin est là tous les jours avec son papa. Il a eu besoin d'un aménagement de son emploi du temps à l'école et il parle lui-même, il le dit très bien d'ailleurs, de ses problèmes de santé physique, de santé mentale et de son épuisement quotidien. Hélène Rossineau, une dernière question, un conseil à donner aux auditeurs qui sont dans cette situation, et je sais qu'il y en a. Si vous pensez en écoutant l'émission que vous êtes aidant et que vous vous demandez si vous l'êtes ou pas, vous l'êtes. Le fait de se poser la question, c'est que la relation a évolué et vous l'êtes. Et dans ces cas-là, allez en parler à votre médecin généraliste et faites-vous suivre. Votre santé est aussi importante que celle du patient, y compris pour l'accompagner correctement. Merci beaucoup. Docteur Hélène Rossineau, je rappelle ce livre, Aidant ces invisibles, c'est publié aux éditions de l'Observatoire.